J'espère sincèrement que tout roule pour vous. Vraiment, j'espère que vous tenez bon. Pendant ce temps, à Alger, c'est l'effervescence totale. Une agitation comme rarement vue déclenchée par un coup venu de Washington, un projet de résolution tout frais estampillé ONU concernant le Sahara occidental. Et surprise, ou plutôt panique, dans les hautes sphères algériennes prises de vitesse comme un navire sans boussole dans une tempête diplomatique. Désormais, nos chers dirigeants cherchent désespérément à nous convaincre qu'une conspiration planétaire est en marche. Une cabale soi-disant orchestrée par une alliance obscure mêlant grande puissance et acteurs régionaux dont le seul but serait, tenez-vous bien, d'humilier l'Algérie, de la réduire, de la menacer. Comme si tout à coup le dossier du Sahara occidental était devenu une affaire intérieure algérienne. Comme si le sort du monde dépendait de cette question. Cela fait pourtant des années que nous martelons le contraire. Depuis que le régime Tebboune s'est lancé dans une croisade anti-marocaine aussi véhémente qu'inefficace, nous répétons inlassablement le Sahara occidental n'est pas une affaire algérienne. Ce n'est pas notre combat, ce n'est pas notre cause. Et pourtant, les tambours de guerre résonnent à Alger comme si la souveraineté nationale était en jeu. Je l'ai affirmé, je le redirai sans relâche, le Sahara occidental n'a jamais été et ne devrait en aucun cas devenir une affaire algérienne. Ce n'est ni notre mission, ni notre fardeau, ni notre guerre. Avant que le tumulte ne dégénère davantage, il devient urgent de remettre les pendules à l'heure. Et surtout de rappeler à nos concitoyens qu'il ne faut pas se laisser emporter par la vague de fantasmes collectifs que certains médias bien dociles envers le pouvoir s'acharnent à diffuser. Car à force de matraquage, on finirait presque par croire que l'Algérie serait au cœur d'un complot global, que notre nation serait menacée d'effondrement si le Sahara ne devenait pas indépendant. Ils voudraient vous faire croire que l'honneur de la patrie est en jeu, que notre drapeau vacille, que nos frontières tremblent, que notre dignité nationale est piétinée. Tout ça pour un territoire qui en réalité ne fait pas partie de notre maison. Cette peur soigneusement fabriquée n'est qu'un outil de plus pour détourner l'attention, rallier la population autour d'un ennemi imaginaire et faire passer une obsession de régime pour un enjeu national. Cela fait un demi-siècle que cette histoire traîne. 50 longues années durant lesquelles le Sahara occidental n'a jamais accédé à l'indépendance. Et pendant tout ce temps, devinez quoi? L'Algérie n'a pas vacillé. Le peuple n'a pas sombré dans la dépression. Personne n'a perdu le sommeil parce que l'Aïoun n'a pas son drapeau. On a continué à se lever chaque matin, à faire tourner le pays, à combattre l'extrémisme, à sortir victorieux de la décennie noire, à bâtir des écoles, à faire des enfants, à signer des contrats gaziers, à agrandir nos villes. On a survécu à bien pire que ça. Et ce n'est pas un litige frontalier vieux de plusieurs générations qui va venir bloquer notre croissance démographique, ni paralyser nos plateformes pétrolières. Le Sahara occidental n'a jamais stoppé l'élan de cette nation, pas plus qu'il ne l'a blessé. C'est une affaire de chancellerie, pas de cœur algérien. Une note en bas de page du droit international, pas un chapitre de notre destin national. Nous avançons à grands pas vers une échéance lourde de sens. Les 30 et 31 octobre s'annoncent comme les dates d'un revers historique. Mais attention, ce n'est pas l'Algérie qui va plier. Non. Ce qui vacille, c'est un système, pas une nation. C'est l'échec d'un régime, pas celui d'un peuple. Car depuis des années, le pouvoir actuel a bâti toute sa ligne idéologique sur un mythe, celui d'un Sahara occidental qui finirait par s'émanciper. Une illusion qu'on a nourrie, répétée, imposée. Mais aujourd'hui, les signaux sont clairs. Les éléments que nous avons en main convergent tous vers une même réalité. L'option de l'indépendance est en train d'être rayée de la carte. Ce n'est plus une hypothèse, c'est un scénario en cours de finalisation. Ce qui se profile, une nouvelle phase où l'on discutera non plus de séparation, mais d'autonomie. Une autonomie, certes, mais sous souveraineté marocaine. Ce virage était prévisible, presque écrit d'avance. Le problème, c'est que certains à Alger ont persisté à nier l'évidence, à croire à une victoire impossible. Et le réveil fin octobre risque d'être brutal. Il fallait être aveugle ou volontairement sourd pour ne pas percevoir la tempête approcher. Et pourtant, dans cette pièce brumeuse qu'est le palais présidentiel, un seul groupe est resté figé, incapable de lire les signes. Tebboune, son cercle fermé ses hommes de l'ombre et ses stratèges de salon,
Tous ont vu le mur arriver et ont accéléré. Pourquoi? Parce que leur logiciel date d'un autre siècle. Parce qu'ils n'ont ni la lucidité, ni la compétence, ni l'audace de s'entourer de gens brillants. Ils ont snobé les analystes, ignoré les avertissements, méprisé les sages, fermé la porte aux têtes pensantes. Et quand on refuse d'écouter ceux qui comprennent le monde, on finit par se le prendre en pleine figure. Alors le 31 octobre, que personne ne vienne parler de défaite nationale. Ce ne sera pas la chute de l'Algérie, mais bien celle d'un système à bout de souffle. Ce sera le revers de Tebboune, l'échec retentissant de sa garde, rapprocher la faillite du binôme Tebboune-Chengriha. L'Algérie ne perd rien dans cette histoire, seuls ses dirigeants actuels auront à rendre des comptes. Cela fait 40 ans que l'Algérie pilote discrètement le dossier du Sahara occidental. 4 décennies sans faux pas majeurs, sans désastre diplomatique, sans humiliation sur la scène internationale. On a su naviguer entre les récifs avec prudence mais fermeté. Tous les présidents précédents, qu'ils soient autoritaires, diplomates ou calculateurs, ont réussi à maintenir le cap. Aucun n'a jamais fait sombrer le navire. Mieux encore, malgré les tensions avec Rabat, le lien diplomatique lui n'a jamais été totalement rompu. Les désaccords étaient là, mais maîtrisés. L'équilibre était fragile, certes, mais il tenait. Et voilà qu'aujourd'hui, pour la première fois, à cause d'un régime têtu crispé, enfermé dans son propre écho, on s'approche dangereusement d'un naufrage. Le 30 octobre pourrait bien marquer une première celle d'une défaite géopolitique de grande ampleur, une gifle que ni Boumedienne, ni Bouteflika, ni même Chadli n'auraient fort laissé passer. Mais Tebboune lui s'y précipite, tête baissée. Et pourquoi donc avions-nous évité le chaos auparavant? Parce que nos anciens chefs d'État, qu'on les aime ou pas, faisaient preuve de retenue de sagesse même. Ils ne confondaient pas patriotisme et hystérie diplomatique. La gestion du dossier saharien, il l'a placée sous l'égide du droit international, du respect des résolutions onusiennes et surtout d'un principe fondateur de la diplomatie algérienne, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Aucun d'eux ne s'est amusé à couper les ponts aériens avec Rabat. Aucun n'a transformé le Maroc en monstre médiatique à combattre chaque soir aux infos. Pas de fermeture d'espace aérien, pas de rupture brutale des relations, encore moins de croisade à base de visas punitifs. Quand le royaume chérifien imposait des visas, Alger répondait du tac au tac. Quand il les retirait, nous faisions de même. Une gestion à l'ancienne peut-être, mais empreinte d'équilibre et de sang-froid. L'Algérie, dans tout ça, savait garder sa posture. Elle rappelait calmement mais fermement qu'elle n'était ni l'envahisseur ni le pyromane de cette histoire. Elle n'avait ni pris la terre des autres, ni déclenché les hostilités. Elle avait simplement pris position pour un principe. Ce n'est pas à Alger qu'on a tiré les premières balles, ni qu'on a monté des camps de répression. Ce n'est pas dans nos discours qu'on a appelé à la persécution. Non, notre rôle depuis le départ s'est résumé à ouvrir nos portes à ceux qui fuient, à tendre la main à un peuple qui réclame simplement ce que le droit international lui promet le choix de son destin. L'Algérie n'a jamais envoyé ses troupes défier celles de Rabat. Aucune déclaration de guerre n'est sortie de notre bouche. Quelques frictions ici ou là, notamment du côté d'Amala, certes, mais sur 2 décennies de présidence Bouteflika silence radio à la frontière, pas un tir, pas un affrontement militaire digne de ce nom. Les tensions, quand elles existaient, venaient toujours du même côté de la ligne. Ce n'était pas Alger qui haussait la voix, c'était Rabat qui jetait l'huile sur le feu. Bouteflika lui gardait la tête froide. À chaque fois que le Maroc jouait la carte de la provocation, c'était la même scène, rappel d'ambassadeurs, déclarations tapageuses, insultes diplomatiques à peine voilées. Rabat criait, gesticulait, lançait des piques, et de l'autre côté, Bouteflika, impassible, laissait passer l'orage. Sa méthode, une sobriété rare dans ce genre de théâtre politique, il répondait par la raison, pas par la colère, par le calcul, pas par la fureur. Sous son mandat, le dossier du Sahara occidental était géré avec précision, presque chirurgicalement. On distinguait le différend du reste des relations. Le conflit existait, oui, mais il ne débordait pas. Pas de guerre de mots, pas de haine gratuite. À cette époque, il y avait encore une ligne rouge que personne n'osait franchir, celle du respect. Le désaccord restait politique, jamais personnel.
Aujourd'hui, cette finesse diplomatique a disparu et avec elle une part de la dignité d'Alger. Avec l'ère Tebboune, l'Algérie a changé de peau, mais pas forcément pour le mieux. Ce qui fut jadis une politique de sagesse et d'équilibre s'est peu à peu effondré sous le poids d'une diplomatie improvisée. L'école algérienne du respect du droit international du dialogue et du soutien universel aux peuples opprimés, qu'ils soient sahraouis, palestiniens ou ailleurs, a été rangée au grenier. Autrefois, nous étions le pays du sang-froid, celui qui refusait la haine. Nous ne cherchions ni conflit, ni domination. Nous parlions de réconciliation, pas de revanche. Nous avions cette fierté de défendre des causes, sans en inventer de nouvelles. Aujourd'hui, cette ligne a été trahie. Sous Tebboune, on a troqué la neutralité contre la rancune, la diplomatie contre la colère, la raison contre la posture. Ce n'est plus le visage d'un pays pacifique qu'on montre au monde, mais celui d'un voisin nerveux obsédé par son rival de l'Ouest. Ce n'est plus l'Algérie des principes, c'est l'Algérie des réflexes. Tebboune a tiré un trait sur l'héritage de modération de ses prédécesseurs. À la place, il a bâti une doctrine nouvelle, ou plutôt une mécanique de tension permanente. On y trouve de tout, la politique du bras de fer, le culte de la menace, la diplomatie du chantage et l'art de la rupture. Les relations internationales sont devenues un ring et la rhétorique une arme. On ne parle plus de coopération mais de confrontation. La guerre des mots a remplacé le dialogue chaque jour, une pique contre Rabat, une insulte contre le Maghreb, une diatribe contre les Marocains. Comme un disque rayé qui répète inlassablement le même refrain. Et pour amplifier le vacarme, le régime s'est offert sa propre machine à propagande, une chaîne toute neuve née en 2021, baptisée AL24 News. Son créneau 24 heures sur 24 d'anti-marocanisme. Pas d'information, juste de l'indignation programmée. On ne fait plus du journalisme, on fait de la haine télévisée. Cette spirale de marocophobie, on a tenté de la maquiller sous prétexte de réaction légitime à la normalisation entre Rabat et Tel Aviv, mais au fond, tout cela n'est qu'un prétexte. Une peur transformée en obsession, une politique étrangère réduite à un réflexe pavlovien, attaquer pour exister. La signature entre Rabat et Tel Aviv a agi comme un électrochoc à Alger. Une onde de choc diplomatique tombée au pire moment, celui où Abdelmadjid Tebboune se battait pour sa santé dans un hôpital allemand, loin du pays, loin du pouvoir et sans certitude de revenir sur son trône présidentiel. Pendant que le monde changeait, lui luttait contre son propre corps. Cette normalisation, le régime l'a vécue comme une humiliation personnelle. Alors plutôt que de l'analyser avec froideur, il a choisi la réaction la plus primitive, la peur déguisée en hostilité. De là est née une obsession maladive, une véritable marocophobie d'État. Le pouvoir a cru qu'en alimentant la méfiance, en soufflant sur la braise de la haine, en multipliant les ruptures et les menaces, il retrouverait de la puissance. Mais au fond, tout cela n'était qu'un exutoire, une manière de transformer la fragilité d'un président affaibli en agitation politique. Le régime s'est convaincu que diaboliser le Maroc, c'était gouverner. Une stratégie du chaos maquillée en patriotisme. Ce n'est pas le hasard qui nous mène droit dans le mur le 30 octobre, c'est la conséquence directe d'une politique aveuglée par l'excès. La stratégie de Tebboune, ou devrais-je dire celle du tandem Tebboune-Chengriha, repose sur une seule idée, tout contrôler, tout imposer, tout forcer. Sur le papier, ils étaient deux hommes forts, en réalité deux pilotes enfermés dans le même cockpit, volant à vue, incapables d'entendre les signaux d'alarme. La gestion du Maroc et du Sahara occidental. Un terrain qu'ils ont monopolisé, modelé à leur image, sans jamais écouter les diplomates, les stratèges ni même les voix raisonnables. Leur doctrine n'est pas une pensée, c'est une émotion. Une réaction instinctive, presque viscérale. Ils ont remplacé la vision par l'ego, la logique par la peur, la diplomatie par la défiance. Et quand l'orgueil dicte la politique étrangère, la chute n'est qu'une question de calendrier. 3 erreurs. 3 fautes monumentales qui prouvent sans l'ombre d'un doute que le régime Tebboune vit dans un autre siècle. Un système déconnecté, incapable de lire son époque, encore moins de protéger une nation qu'il prétend défendre. La première, une incompréhension totale du monde nouveau. Lorsque les pays arabes ont commencé à normaliser leurs relations avec Israël Tebboune et Chengriha,
ont réagi comme s'ils feuilletaient encore un manuel de géopolitique des années 70. Pour eux, tout ce qui touche à Israël restait un tabou sacré, un ennemi éternel. Mais la planète, elle avait déjà tourné la page. Les alliances changeaient, les équilibres bougeaient, et l'Algérie, elle restait figée dans son mythe révolutionnaire. Le peuple, lui, pouvait bien garder ses réflexes émotionnels, c'est normal. Mais un chef d'État, un général, un stratège, non. Eux doivent penser plus haut, plus loin. Leur rôle n'est pas de réciter le passé, mais d'anticiper l'avenir. Or, Tebboune et son binôme ont confondu gouverner et commenter. Au lieu d'analyser les transformations du monde, ils ont préféré les ignorer. Et c'est là que la première fissure du régime est apparue dans son incapacité à penser le 21e siècle, autrement qu'avec les lunettes d'un autre âge. Tebboune et ses stratèges ont cru que les accords d'Abraham étaient un simple feuilleton autour de la Palestine. Grave erreur. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que cette vague de normalisation n'avait rien à voir avec la compassion ou les idéaux. C'était avant tout une question de survie. Les pays arabes qui ont tendu la main à Israël ne cherchaient pas à trahir une cause, mais à se protéger d'une menace bien plus proche, l'ombre grandissante de Téhéran. L'Iran, devenu en quelques années une puissance redoutable à la fois militaire, économique et presque nucléaire, a fait trembler ses voisins. Face à cette expansion chiite, la peur a redessiné les alliances. Alors beaucoup ont fait leur choix pragmatique, mieux vaut commercer avec Tel Aviv que ramper sous l'influence iranienne. Bahreïn a frôlé l'absorption pendant les printemps arabes, le Qatar a senti le souffle chaud de la tutelle, le Yémen s'enfonce dans le chaos et l'Irak lui est déjà à moitié sous contrôle de milices pro-iraniennes. Pendant que le monde arabe cherchait à se sauver, Alger, elle observait tout cela à travers le prisme figé d'une idéologie d'un autre temps. Une lecture dépassée d'un monde en pleine mutation. Pendant que les pays arabes se réajustaient pour sauver leur sécurité nationale, Tebboune et Shengriha, eux, regardaient ailleurs. Ils ont vu ces États normalisés avec Israël et ont crié à la trahison, incapables d'en saisir le sens profond. Pour eux, tout était noir ou blanc. Ceux qui signent sont des vendus, des lâches, des renégats. Bref, des ennemis de la cause palestinienne. Mais derrière leur grand discours de vertu, il y avait une manœuvre bien plus terre-à-terre. En brandissant le drapeau palestinien comme un bouclier sacré, le régime cherchait surtout à détourner les regards de sa propre fragilité intérieure. Il pensait qu'en jouant les champions du front, du refus, il rallierait le peuple, calmerait le Irak et fracturerait l'opposition. En vérité, cette posture morale n'était qu'un outil politique. Une diversion savamment emballée dans les mots de la solidarité. Car à force de condamner tout le monde, Alger s'est retrouvé seul. Non pas parce qu'on l'a exclu, mais parce qu'il s'est exclu lui-même. Ce qui devait être une posture de dignité s'est transformé en autodestruction diplomatique. En s'engageant dans une querelle ouverte avec les Émirats arabes unis, en multipliant les frictions avec certaines monarchies du Golfe et en refroidissant ses relations avec Riyad, qui, rappelons-le, discute depuis longtemps en coulisses avec Tel Aviv, Alger s'est peu à peu exclu du jeu. Pendant que le monde arabe tissait des alliances pragmatiques, nous avons préféré jouer les chevaliers solitaires. Résultat, l'Algérie s'est retrouvée isolée non seulement du monde arabe, mais aussi du monde musulman. Ironique quand on sait que tous les grands acteurs de la région, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite et même le Qatar pourtant critique d'Israël, ont su garder au moins un canal de communication, souvent via Washington. À Alger, on s'est convaincu que ce front du refus ferait de nous la conscience morale du monde arabe, un phare dans la tempête. On imaginait que ce rôle de justicier solitaire allait rallier le peuple, forcer le respect, inspirer l'admiration. Et pendant un instant, oui, l'illusion a pris. L'agression israélienne d'octobre 2023 a semblé valider cette posture. Mais comme toute illusion, elle n'a duré qu'un temps. Ce n'était pas une stratégie, c'était un mirage. Le pouvoir pensait avoir trouvé le remède miracle, brandir la cause palestinienne comme un talisman pour protéger l'image d'une Algérie forte, pure, respectée. On croyait qu'en surfant sur la vague émotionnelle, le pays deviendrait intouchable, admiré, presque sacré. Mais la réalité s'est chargée de nous réveiller brutalement, c'était un désastre. En s'érigeant en juge moral du monde arabe, Alger a fini par se tirer une balle dans le pied. À force de diaboliser ceux qui ont normalisé avec Israël, nous avons poussé les Émirats directement dans les bras du Maroc.
Ce qu'on pensait affaiblir Rabat l'a au contraire renforcé, et Abu Dhabi, vexé par nos sermons, a trouvé en lui un nouvel allié stratégique. L'Égypte et d'autres grandes capitales arabes, lassées de notre ton moralisateur, ont pris leur distance. Résultat, Alger s'est retrouvé seul dans un coin de la scène diplomatique pendant que les alliances se tissaient ailleurs. Même Moscou et Pékin, pourtant habitués au régime rigide, ont trouvé le ton algérien trop crispé, trop extrême, trop moralisateur. Eux ont choisi la modération, la diplomatie, le pragmatisme. Nous avons choisi la posture. Et c'est ainsi que pendant que les Émirats, l'Arabie saoudite et l'Égypte entraient dans le club des BRICS, l'Algérie, elle restait à la porte, avec son orgueil pour seule compagnie. Voilà sans doute l'une des plus grosses fautes de stratégie du régime, cette manie de diaboliser tous ceux qui ont signé les accords d'Abraham. On peut certes ne pas porter Israël dans son cœur, c'est un droit, une position politique, mais transformer cette hostilité en haine contre tout pays qui lui serre la main, c'est pure folie diplomatique. Et c'est là que le comique devient tragique. Tebboune passe son temps à pointer du doigt les Émirats, à snober les Saoudiens, à sermonner ceux qui se rapprochent d'Israël, tout en déroulant le tapis rouge à d'autres chefs d'État qui eux aussi ont signé ces mêmes accords ou entretiennent des liens militaires et économiques avec Tel Aviv. Le président du Rwanda accueilli avec honneur, celui de l'Azerbaïdjan reçu avec le sourire, le Soudan l'un des premiers à normaliser avec Israël même traitement. En résumé, ce qui est un crime pour les uns devient un partenariat stratégique pour les autres. Une diplomatie à géométrie variable guidée non pas par la cohérence, mais par l'opportunisme et l'amnésie volontaire. Toutes ces contradictions signées Tebboune Tchengriha ont fini par nous enfermer sous une tente diplomatique. Percée plutôt que d'ouvrir des portes, on les a clouées. Résultat, l'Algérie s'est retrouvée marginale, un pays que l'on évite, avec lequel on n'a pas envie de nouer des liens profonds. Concrètement, cela signifie moins d'alliances, moins de confiance, moins d'amis sur la scène régionale et mondiale. On n'inspire ni la sympathie, ni la fiabilité. Deuxième bévue majeure, transformer le dossier du Sahara occidental en arme anti-Maroc. On a cru pouvoir jouer la carte de la revanche, l'user pour écraser Rabat, l'affaiblir, le punir comme si nous étions revenus à l'époque des luttes de décolonisation. C'était une lecture erronée du monde. Le contexte international a changé, les dynamiques ne sont plus celles d'autrefois. Et traiter le Sahara comme un levier vindicatif s'est révélé décalé et dangereux. Nous ne vivons plus dans le temps des indépendances, mais dans celui des effondrements. Le monde d'aujourd'hui n'est pas celui des peuples qui se libèrent, mais celui des nations qui se déchirent. Un monde où la peur règne, où la terreur circule comme une monnaie, où chaque frontière menace de se dissoudre. Du Sahel à la Méditerranée, les cartes se redessinent dans le sang. Au nord du Mali, en Syrie, en Libye, en Irak, des groupes armés ont remplacé les drapeaux nationaux par les leurs. Ils ont fondé des pseudo-émirats, des entités parallèles se comportant comme des États à part entière, armés, impôts, lois, territoires. Ils ont découpé le monde à coups d'idéologie et de violence. Voilà la réalité. Nous ne sommes plus à l'époque où les luttes d'émancipation inspiraient l'espoir. Nous sommes à celle où chaque mouvement séparatiste fait trembler les fondations de la souveraineté. Et dans ce monde-là, l'Algérie continue, elle, de penser avec les manuels des années 70. Le monde des années 2000 n'a plus rien à voir avec celui des indépendances triomphantes. Depuis la montée de Daesh et le chaos du nord du Mali, la planète, et surtout l'Afrique, s'est durci. Le nouvel ordre géopolitique n'est pas révolutionnaire, il est défensif, il ne rêve plus de nouveaux drapeaux, il redoute les fissures. Aujourd'hui, tout mouvement séparatiste inspire la méfiance parce qu'il évoque le spectre du désordre. L'Afrique compte déjà trop d'États pour sa stabilité. Des nations nées dans les années 50 ou 60 peinent encore à consolider leur paix, à maintenir leurs frontières, à nourrir leur peuple. Et pourtant, au milieu de cette réalité, l'Algérie choisit d'aller à contre-courant. Elle soutient un mouvement qui, même s'il brandit le droit international, reste une entreprise de sécession, la création d'un micro-État de 300 000 habitants, comme si le continent n'avait rien appris du drame du Soudan du Sud. L'Afrique d'aujourd'hui ne cherche plus à se multiplier, mais à survivre. Et l'Algérie, en refusant de lire cette nouvelle carte du monde, joue une partition que plus personne n'écoute.
Le Sud-Soudan, né en 2011 dans l'enthousiasme des discours sur l'autodétermination, s'est transformé en un cauchemar géopolitique. Ce pays enfant du droit international devait incarner la liberté retrouvée. Il est devenu le symbole du chaos, guerre civile interminable, famine, insécurité chronique, milices incontrôlables et un terrorisme rampant. Bref, la promesse d'hier s'est muée en leçon tragique pour tout un continent. Depuis cette expérience, l'Afrique, et même l'ordre mondial actuel, a tiré la conclusion la plus froide qui soit: plus de sécession, plus de micro-États nés de rêves séparatistes. Le temps des drapeaux neufs est révolu car chaque tentative d'émancipation finit par se transformer en champ de ruines. Aujourd'hui, tout mouvement sécessionniste sent le soufre. Les grandes puissances les regardent avec méfiance, les comparant à Daesh, à la Syrie, à l'Irak. Car derrière les slogans de liberté, le monde ne voit plus des peuples opprimés, mais des foyers de chaos. Et l'Algérie, en soutenant encore ce type de cause, semble ne pas avoir compris que la page s'est tournée depuis longtemps. Le monde d'aujourd'hui vit encore dans la hantise de ses propres cicatrices. L'Irak dévasté, la Syrie disloquée, la Libye éclaté, le nord du Mali fragmenté, et le Sud-Soudan, symbole ultime du rêve d'indépendance devenu cauchemar. Pourtant, Tebboune et Tchengriha semblent n'avoir rien appris. Leur logiciel mental est resté bloqué dans les années 70. L'époque où soutenir un mouvement d'émancipation faisait de vous un héros, un champion du tiers-monde, une voix pour les peuples opprimés. Mais cette époque est morte. Ce qui était hier un geste de courage politique est devenu aujourd'hui une erreur stratégique. Le monde ne célèbre plus la naissance de nouveaux États, il les redoute. Il ne voit plus dans les mouvements séparatistes des libérateurs, mais des fauteurs de chaos. Et c'est là que réside la faute monumentale du régime Tebboune, penser que l'histoire se répète alors qu'elle s'est transformée. Penser que le monde est figé quand il bouge à la vitesse du désordre. Mais ce n'est pas tout. La troisième erreur, celle qui risque de coûter très cher, c'est de ne pas avoir vu venir le retour du bulldozer politique américain Donald Trump. Jusqu'à la dernière minute, ils ont parié sur Joe Biden. Dans leur esprit, Trump n'était qu'un épisode malheureux, un accident politique que l'histoire allait vite effacer. Grave erreur. Non seulement ils n'ont pas vu son retour, mais pire encore, ils n'ont jamais imaginé que Trump irait jusqu'à vouloir clore définitivement le dossier du Sahara occidental. Le régime s'est bercé d'illusions. Les Américains ne s'en mêleront jamais, disait-il. Alors, ils ont déroulé le tapis rouge du gaz de schiste en cadeau des promesses de coopération militaire, des offres d'achat, d'armes américaines. Tout un festin diplomatique pour séduire Washington. En prime, ils ont pris soin de se distancer de Moscou et de Pékin, persuadés que ces gestes suffiraient à gagner la bienveillance du milliardaire président. Mais voilà, Trump n'est pas du genre à se contenter de belles paroles ou de contrats juteux. Pour lui, ce qui compte, c'est le deal global, la paix rentable, l'ordre du business. Et dans cette logique froide, le Maroc pèse bien plus lourd que les illusions diplomatiques d'Alger. Ils n'ont jamais compris que Donald Trump n'était pas un président comme les autres. Ce n'est pas un idéologue ni un diplomate classique, c'est un produit brut de son époque, un homme d'affaires déguisé en chef d'État. Chez lui, la paix n'est pas un idéal moral, c'est une condition pour que le commerce tourne. Moins de guerre, c'est plus de contrats. Trump voit le monde comme un grand marché global, chaque bombe qui tombe, c'est une opportunité que la Chine ramasse. Alors il veut éteindre les foyers de tension, pas par amour de l'humanité, mais pour que l'Amérique garde la main sur la caisse. Sa paix à lui, c'est une paix rentable, une paix avec dividendes. Et dans cette logique, le séparatisme est un poison pour les affaires. Le conflit du Sahara occidental traîne depuis trop longtemps, il empêche les investissements, il fait fuir les partenaires. Le Maroc lui a joué intelligemment en normalisant avec Israël, il a rassuré Washington et s'est positionné comme un pilier de stabilité régionale. Résultat, les États-Unis veulent maintenant clore ce vieux dossier, tourner la page et permettre à Rabat de se concentrer sur son essor économique. Dans les yeux de Trump, le Maroc n'est plus un problème à gérer, mais un atout à faire fructifier. Voici donc les 3 fautes capitales de Tebboune et elles n'ont rien d'accidentel. Elles découlent d'un mal plus profond, l'absence d'esprit visionnaire au sommet de l'État. Là où autrefois des figures comme Bouteflika, Lamamra, Zerhouni, Medelchi ou Yahya, le général Toufik Atafi ou Khaled Nezar faisaient
Preuve d'intuition de finesse et d'une compréhension aiguë du monde, il ne reste aujourd'hui qu'un désert politique. Nous n'avons plus ces têtes capables de penser au-delà du réflexe, de s'entourer de stratèges, d'écouter des conseillers audacieux, des experts, capables d'apporter des idées neuves et des lectures globales. Le régime s'est enfermé dans une tour d'ivoire où l'on confond patriotisme et entêtement, où l'on refuse d'admettre que le monde a changé. Résultat, l'Algérie d'aujourd'hui avance sans boussole, dirigée par des hommes qui regardent le présent avec les lunettes du passé. Les véritables chefs d'État ne brandissent pas leurs poings. À chaque désaccord, ils n'ont pas besoin de rugir pour prouver qu'ils existent. Ce sont des dirigeants qui savent désamorcer plutôt qu'attiser, qui bâtissent des ponts au lieu d'ériger des murs. Ils gouvernent par l'équilibre, par la persuasion, par le compromis, pas par l'intimidation. Tebboune et Tchengriha, eux, ont choisi l'autre voie, celle du contrôle par la peur. Sur le peuple algérien, cette stratégie fonctionne encore. La peur ici est un outil politique bien huilé. Mais croire qu'on peut gouverner le Maghreb entier avec les mêmes méthodes, c'est confondre autorité et isolement. On peut terroriser sa population, pas une région. On peut bâillonner ses opposants, mais pas un continent. Le règne par la terreur finit toujours par se heurter à la réalité. La peur ne construit rien, elle ne fait que retarder l'effondrement. C'est bien triste à dire, mais si un homme du calibre du général Toufik dirigeait encore les services, ou si un Khaled Nezzar, un Smaïn Lamari, un Bouteflika ou même un Ouyahia étaient encore là, les choses auraient pris une tournure bien différente. Ces figures-là, qu'on les aime ou non, savaient lire d'entre les lignes du monde, anticiper ses virages, sentir le changement avant qu'il ne frappe à la porte. Ils avaient cette intelligence froide, cette faculté d'adaptation que seuls les vrais stratèges possèdent, comprendre leur époque, l'épouser sans s'y perdre et surtout utiliser les bons leviers pour avancer leurs pions. Ce n'étaient pas des improvisateurs, mais des architectes du pouvoir. Aujourd'hui, ce savoir-faire a disparu, remplacé par des réactions impulsives et des décisions prises à l'instinct, sans vision, sans méthode, sans grandeur. La politique du poing sur la table du défi permanent et du ton martial n'a jamais construit un avenir. À force de confondre autorité et agressivité, le régime s'est enfermé dans un cul-de-sac diplomatique. Cette logique de la tension, de la confrontation à outrance nous a menés droit vers le mur. Et le crash qui s'annonce n'est pas celui de l'Algérie, non, c'est celui de Tebboune et de Tchengriha. Car si un homme comme Aboutaleb Ouyahia ou Ahmed Ben Bitour avait été aux commandes, jamais on n'aurait laissé la situation dégénérer ainsi. Ces dirigeants-là, qu'on les critique ou non, savaient anticiper les tempêtes avant qu'elles ne frappent. Ils comprenaient le monde moderne, ses mutations rapides, ses nouveaux équilibres de pouvoir. Eux auraient su s'adapter, négocier, pivoter. Tebboune lui a choisi la crispation et c'est cette rigidité, cette incapacité à lire le présent qui a précipité la débâcle. Le drame, c'est que lorsque la brutalité devient une méthode et la certitude une foi, le dialogue n'a plus sa place. Quand des dirigeants se persuadent que leurs convictions sont des vérités universelles, ils cessent d'écouter, de réfléchir, d'apprendre. Ils veulent imposer leur vision unique, persuadés qu'elle incarne l'intérêt suprême de la nation. Et dans leur illusion, ils croient que sans eux, tout s'écroulerait. Mais l'histoire a toujours le dernier mot. Ce ne sont pas leurs opposants qui détruisent le système. C'est le système lui-même rongé de l'intérieur par son arrogance, sa cécité et sa peur du changement. Ce n'est pas l'Algérie qui s'effondre, non. Ce sont Tebboune Tchengriha et leur édifice autoritaire qui s'écroulent sous leur propre poids.